Très important, on ne l'a pas bien noté à l'époque parce qu'en France on avait d'autres soucis. Mais ils entrent en Bulgarie avec l'accord des Bulgares, bien sûr, d'une part pour surveiller plus tard les Russes. Français de partout, vous vous retrouverez ici, à Grenoble, à cette cérémonie au cours de laquelle le général Frère remet la croix de guerre aux fanions du 6e bataillon de chasseurs dont la conduite légendaire restera dans les annales de cette héroïque formation. Au cours de cette martiale cérémonie, les fanions de plusieurs bataillons dissous devaient être remis en garde au 6e bataillon. Symbole de cette vertu de fidélité aux traditions que, jeune Français, tu retrouveras dans cette armée de l'armistice qui, réduite quant au nombre, se doit d'être une armée exemplaire. Français de partout, vous vous retrouverez ici, devant ces fameuses gorges du Rumel, à Constantine, où en présence de l'amiral Abrigal, gouverneur général de l'Algérie, la population algérienne vient affirmer une fois de plus sa loyauté à la France et la confiance qu'elle garde dans ses destins. Français de partout, vous vous retrouverez ici, à Dakar, où une partie de la flotte française continue de veiller sur ce point de l'Empire une fois déjà menacé. Une de nos plus belles unités, le croiseur Georges Legge, exécute des exercices pour maintenir machines et équipages en état d'entraînement. La flotte n'aura-t-elle pas à escorter nos navires marchands, dont l'interception risque de compromettre tout ravitaillement? Français de partout, vous vous retrouverez ici, à Vichy, à ce service funèbre célébré à la mémoire d'Alphonse XIII. Monsieur de Lequerica, ambassadeur d'Espagne, reçoit sur le parvis de l'église les membres du corps diplomatique, parmi lesquels on distingue particulièrement les représentants japonais et yougoslaves. Le maréchal Pétain, chef de l'État, dont l'action après des années d'erreur réussit à rétablir le contact entre la France et l'Espagne, apporte le salut des Français à ce roi défunt dont l'amitié pour la France ne se démentit jamais. Le général Hunziger y apporte le salut de l'armée, en même temps que le général Weygand. N'oublions pas que c'est l'Espagne qui s'entremit auprès de l'Allemagne aux heures sombres de juin dernier. Salut à un roi ami, salut à une nation amie. Français de partout, vous vous retrouverez ici, à l'arrivée de ce train qui ramène d'Allemagne via la Suisse quelques centaines de grands blessés. Douloureux mais consolant spectacle de ces hommes qui ont souffert et souffrent encore dans leur chair, mais qui vont retrouver avec l'air du pays le visage de ceux qu'ils aiment. À Clermont-Ferrand, une foule émue salue le retour des héros. Les officiers suisses chargés depuis la frontière allemande d'accompagner le convoi sont accueillis par le général Roton et les autorités civiles de Clermont. Encore une fois, ici, dans ce spectacle qui fera communier tous les Français dans un même religieux respect pour ces hommes à qui la patrie a tout demandé et qui lui ont tout donné, se découvre l'action incessante qui a fait de la Suisse la sœur de charité de l'Europe. La Suisse a fait beaucoup pour nos blessés, elle continue à le faire. Et pour nous, devant la Croix de Genève, se mêle le respect que nous gardons à une institution exemplaire et l'amour que nous portons à un pays qui a fait de la charité la première loi de sa vie nationale. C'est un spectacle identique que nous montre la gare de Marseille. Un autre convoi y amène d'autres grands blessés, d'autres hommes dont le corps porte les traces de leur sacrifice. Au passage, la Suisse a également secouru ces grands blessés après s'être entremise pour eux.
La présence d'officiers et de médecins en uniforme est le signe de cette aide fraternelle apportée à nos frères par ces enfants d'un pays au grand cœur. Mais ce n'est pas seulement dans l'œuvre accomplie au chevet de nos blessés que s'est révélé le cœur helvète. Il importe de ne pas oublier tout ce qu'a fait ce pays pour les quelques 30 000 soldats français qui trouvèrent asile dans ses frontières aux heures tragiques et qui ont retrouvé la France voici quelques semaines. France Actualité présente ici un document exceptionnel sur la vie qu'ont menée pendant 8 mois les internés. Fidèle à sa mission historique de charité dans la neutralité, la Suisse avait ouvert ses frontières aux hommes de l'armée encerclés. Elle les interna dans des camps spéciaux dispersés à l'intérieur du pays. Elle s'occupa de leur existence physique et morale. Elle donna l'occasion aux intellectuels de parfaire leurs connaissances. Aux séminaristes de poursuivre leurs études religieuses, aux typographes et aux journalistes d'exercer leur métier. Mais l'heure de la libération a sonné. Les Français ont dit adieu à ce pays qui fut pour eux non une prison mais une terre d'asile. Ils n'ont pas dit adieu à la charité suisse. À la Suisse, la France dit merci. La France dit merci à la Suisse, mais pas merci à l'Allemagne. C'est quand même assez étonnant, parce que je crois qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que ces 30 000 internés français en Suisse étaient entrés en Suisse le 20 juin 1940 et avaient été internés dans différents camps dans toute la Suisse. Et c'est grâce à des accords entre le gouvernement fédéral et le gouvernement allemand que ces 30 000 internés peuvent rentrer en Suisse. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on dit merci à la Suisse, de voir également que le langage utilisé par le commentateur reprend presque mot pour mot le télégramme de remerciement de Pétain à la Confédération helvétique, ainsi que l'éditorial du Temps qui couvrait ces événements. Mais on ne parle absolument pas de l'Allemagne. Et je pense que c'est une façon pour Vichy de se revaloriser aux yeux de sa propre opinion publique en montrant que Vichy, d'abord, est un interlocuteur valable sur le plan international et que Vichy fait quelque chose pour ses prisonniers de guerre et pour ses internés. Oui, et on est dans le cadre de ce petit raidissement qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait. À ces images consolantes s'en ajoutent d'autres. Celles de l'enfance, celles de la jeunesse sont les plus belles. À Lyon, à l'ombre de Fourvière, jouent, travaillent et chantent maintenant ceux qui autrefois partaient de Belleville pour aller en aube blanche chanter dans toutes les villes de France et d'Europe. Repliés à Lyon, les petits chanteurs à la croix de bois ont repris là cette vie partagée entre les études, les jeux et le chant, qui est à la fois leur vie d'enfant et leur vie d'artiste. Sous la conduite de l'abbé Maillet, ils recommencent à partir de ce nouveau port qu'ils se sont trouvés leur magnifique errance qui promènera à travers toutes les villes les plus belles voix d'enfants et les plus douces chansons de France. On va bien fermer la porte, s'il vous plaît. Ça fait des courants d'air. Est-ce qu'on a fait répéter les petits nouveaux, là? Je l'avais dit à Barbara, il a encore dit. Si vous répétez pas, vous n'apprendrez jamais à chanter. Si vous n'avez pas chanté, vous serez des fausses fleurs et non pas des chanteurs. Bon, alors on va en répétition tout de suite. Ça va? Bon, venez, allez, joue. Ah bah dites-moi, je ne parle pas de vos pas, vous venez répéter avec les mamans, justement. Allez, joue. Je ne sors pas avec. Pour gagner du temps, simplement le premier couplet.
D'autres images d'une jeunesse qui refera la France. À Lyon, à la faculté de droit, en présence du général Frère, gouverneur militaire de Lyon, du préfet du Rhône et de leurs doyens, 1500 étudiants et étudiantes ont fait pour la première fois ce salut aux couleurs qui se rééditera chaque jour. À Vichy, devant le général Laure, délégué spécialement par le maréchal Pétain pour présider cette cérémonie, s'est accompli pour la première fois le salut au drapeau à l'école. Cette cérémonie, dont certains lycées en France et en Afrique du Nord avaient pris depuis quelques mois l'initiative, aura lieu désormais dans tous les établissements scolaires de France et de l'Empire. La première impression qui s'impose, si on se met à la place du Français moyen qui va au cinéma et qui voit ces actualités, c'est qu'en fait, il n'y a rien à redire. Ce sont des actualités qui couvrent Vichy, qui couvrent la France et qui sont très patriotiques. Si on considère la structure même des actualités, on commence avec Darlan, Marin, la marine française, et puis aussi les chasseurs alpins, c'est-à-dire un corps d'élite qui est associé à des victoires ou à un comportement héroïque sur le champ de bataille, et on termine par le salut au drapeau. Donc nous sommes vraiment en présence d'actualités qui sont très patriotiques. Et ce qui est intéressant également, c'est que si on les compare aux actualités de la zone nord, on a souvent dit, par exemple, que la France n'existait plus aux yeux des Allemands. C'est pas tout à fait vrai. Elle existe, mais dans le cadre d'une Europe nouvelle. Alors que là, la France essaie d'exister par ses propres moyens, retourne à ses sources, à ses valeurs traditionnelles. Et lorsqu'on parle de l'Espagne, par exemple, on parle de l'Espagne en fonction d'affinités latines. Et je crois que c'est très intéressant parce que cela remet en valeur ou souligne ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un raidissement et on se cherche des alliés latins contre les Allemands. C'est le moment, le début de 41, février, mars, avril, où je crois que la cote du maréchal est la plus élevée. Oui. Et de loin. Après, elle va fléchir. Bon, et bien maintenant, on va voir les actualités anglaises ou britanniques, comme vous voudrez. The newly appointed American ambassador to Britain, Mr. John G. Wynant, arrives in England by air from Lisbon and is met by the Duke of Kent. Here are his first words on arrival. I haven't much to say. I am very glad to be here. There's no place I'd rather be at this time than in England. Leaving the aerodrome in company with the Duke, Mr. Wynant takes train and is met by the King. It's the first time that a British monarch has accorded such an honor to a new ambassador. This royal reception may be considered a reciprocal expression of goodwill and recognition, following Mr. Roosevelt's personal welcome to Lord Halifax. Mr. Wynant arrives in this country on the eve of what may prove the most critical period in its history. To this good friend of Britain, who rather resembles Abraham Lincoln, we extend a warm welcome. Britain greets another representative of a great country. The feast of the patron saint of Wales is celebrated by the Welsh Guards in the customary manner, with an inspection parade and march past. The important part of the ceremony is the distribution of the traditional emblem, the leek, an annual custom since the Welsh Guards were raised during the last war. St. David's Day is a proud occasion for these men who rank among the pick of Britain's soldiers. The guns of the Imperial Army in Libya cross the desert skyline like the artillery of Thor, the god of thunder. Ceaselessly, the British divisions hound the Italians out of one city after another,
never letting up in their terrific onslaught. These dramatic pictures of land operations in the desert theater of war, by their stark reality, bring home the staggering blows meted out by the shell fire of our guns. In the heat of battle, the camera has recorded an actual artillery duel, seldom, if ever, photographed before. In the thick of the bombardment, a cameraman has taken his life in his hands to record this moment of history. Pounded by long-range guns, oil tanks upon which the Italians depended for fuel go up in a roaring mass of flame. Here in front of your eyes is desert warfare. Across the parched and arid ground of Mussolini's one-time colony, the advancing Australians, supported by British tanks, forge onwards to another new goal. In open order, the diggers press on while still under fire, eager to win their objective and earn a well-deserved rest. First thing on getting there is to search for landmines. It's an old Italian custom, not exactly friendly, but it helps them to pause and get their breath. The end of each battle is the same: surrender when Italian legs can run no more. At Mogadishu, they didn't even trouble to run. 200 of them imprisoned themselves in a self-made cage prior to the entry of our troops. And when the lads go to town, there's a little matter concerning the drooping of the colors which has to be attended to, just to prove that the Aussies are in residence. Here's a little incident which takes place at a wrecked Italian gun emplacement. Amid the ruins stands a lonely little mother who's lost her pups. Some diggers passing by come across her family. These pups have got to see a dog about some men. And yet another glimpse of Muzzo's men who have suddenly lost interest in the fight. Prisoners and yet more prisoners, as if you didn't know. A little formality which the customs people first introduced. Anything to declare? The sight of these Italian prisoners being cared for by men of the RAMC brings to mind the bombing of Larissa by Mussolini's planes as the Greek townspeople lay stricken by a violent earthquake. An unforgettable atrocity. As typical a mob of dictators' dupes as you'll find anywhere. Wolves of Tuscany, baloney. In a matter of weeks, the three fighting services in the Eastern Mediterranean war zone have scored a series of major successes and victories which have crippled the fascist end of the Axis and thrown the Italian Empire into confusion. In a last-minute attempt to pull the crumbling fascist regime out of the fire, Hitler puts Bulgaria on the spot and begins to pour his troops into the boiling cauldron of war in the Middle East. But while we have men to fight, we'll make the name dictator nothing more than an ugly memory. Hollywood holds a star-studded rally for Greek relief. Proceedings open with a reading of a message from the new Premier of Greece. I'm not going to recite a catalogue of the film stars present. You know them just as well as I do. All the great artists in Hollywood, my heartfelt thanks for your initiative in organizing this broadcast in Hollywood. It is another manifestation of the interest in our behalf of the noble American people. Signed, Albert Alexander Koritsis, Premier of Greece. Then follows a procession of people whom you'll recognize as easily as you'd know your own reflection in a mirror. Know this pair? Of course you do. A little lady who's quite grown up. Tell your boyfriend her name if he doesn't know. And if you call the next charming lady Mrs. Walter Wanger, you'd sound wrong, but you'd be right. Finally, a pair with household names. Yes, you're right. Round off the parade of good Samaritans appealing in the worthy cause of helping heroic Greece.
Bon, ben là vraiment, l'appel aux stars, c'est quelque chose qui a été déjà pratiqué aux États-Unis en 17 et qui veut dire que l'Amérique se prépare à la guerre. En 17, c'était Gloria Swanson et Charlie Chaplin qui avaient fait le tour des États-Unis en légitimant l'entrée en guerre. Et là, on a fait appel, eh bien... Il y avait Tyrone Power. Oui, il y avait Robert Taylor. Il y avait Barbara Stanwyck. Oui, il y avait Clark Gable. Oui, il y avait Shirley Temple. Vivian Leigh. Tout à fait. Et puis une à la fin, c'est peut-être Norma Shearer, j'avoue que... Je ne garantis rien. Moi non plus. Behind the cover of hedgerows along an English country lane stalks a Tommy gun section. On the other side in the open, Bren gun carriers are speeding up to attack. Once again, we show you how all branches of the army maintain their proficiency and harden themselves for the rigors of war. The gap between attack and attacker narrows as the carriers come to a halt, and the men rush forward under fire to form a line. Elsewhere, bayonet practice is in progress on a grand scale. The British soldier is no mean exponent in the art of bayonet dueling. Our forefathers made history with a saber, cutlass, claymore, and rapier. And today we are still second to none in fighting with cold steel at close quarters. That's the stuff to give 'em, lads. Irrespective of all modern machines and instruments of war, the bayonet still remains a weapon guaranteed to strike terror into any enemy. Little can be more demoralizing than the sight of hundreds of shouting men charging to the skirt of the pipes behind a wall of deadly steel. Give it 'em, lads! That's the stuff to give 'em! Yes, sirree, Uncle Sam sure does get 'em up early. Show a leg there, you lazy boys. It's the start of a typical day for American Army rookies, and they greet the dawn almost like veterans. Take that which way you like. After only a few days in khaki, they haven't lost much time in getting into their stride. A good long route march is so bracing, said he, refraining from giving it the old soldier's name. They learn how to foil surprise air attacks, too. Being a soldier has its compensations. For instance, there's Visitor's Day. Oh boy, is this good. Now they can say what they really think of the Sergeant Major. There are other forms of recreation, of course. Every night the boys put on a show. Songwriters in the ranks write songs about the pleasures of army life and their buddies sing them. In fact, some even believe them. Nothing the enemy can do will prevent Britain maintaining her role of mistress of the seas. These pictures, which have only just been released, show more of the American destroyers which have joined the British Navy. I rather think this makes up the full 50 provided for in the original agreement. Anyway, each will do its bit towards hitting Germany hard and often on the sea. Every war aid we can get from the United States is welcome. None more so than these recruits to the Royal Navy. Oui, la Grande-Bretagne a considérablement besoin de l'aide américaine. Et d'ailleurs, ces contre-torpilleurs sont particulièrement intéressants. Nous sommes à quelques jours de la loi Preble. Cela fait partie du premier effort américain de guerre. Et le non-dit des actualités anglaises à ce moment-là, c'est la bataille de l'Atlantique. Elle a repris avec une vigueur folle à partir du début du mois de mars, et les pertes britanniques sont considérables.
Ces pertes sont considérables parce que les Allemands ont changé de tactique. Maintenant, ils attaquent comme une meute de loups. On parle de meute de loups en anglais. Ils se mettent à plusieurs sous-marins pour attaquer les convois de l'Atlantique Nord. Ils le font de nuit, donc il est très difficile de défendre ces convois avec l'aviation. Et ils le font en surface. Et les seuls navires capables de rivaliser en vitesse pure avec les sous-marins allemands lancés à pleine vitesse en surface sont précisément les destroyers ou les contre-torpilleurs. D'où l'importance justement de cette aide américaine. His Excellency the Earl of Athlone, Governor-General of Canada, inspects the first line of the Dominion's great war effort. From coast to coast, munition factories are ceaselessly engaged in the production of the sinews of war. In this great plant, skilled workmen are manufacturing shell casings. Armament works are not the place for idle chatter. Careless talk is as dangerous as a spark in a powder factory. One careless word, and a great munitions works like this might be wrecked. Day in and day out, Canada is turning out the bitter pills of disillusionment for that silly little runt Hitler. The more of these we get, the sooner we'll smear out those Nazi thugs and get back to normal, with onions and lemons and things. Aristocrats of America's dogland parade for New York's big show. He won't look at a lamppost unless it's nickel-plated. Hot dog, how did you get in? It's a new idea for protection in the blackout. Carry your own bodyguard. They wouldn't be trying to make a fella feel small by any chance. And these months-old pups, but they'll grow. Hello, handsome. There's nothing to be nervous about. Oh, hello, you gorgeous beast. Stick around, I could use you. Maybe I could teach you something. How you feeling, Adolf? Great industrial centres are inspected during Their Majesty's visit to Scotland. It's cheers all the way during the royal tour. A reception as warm and spontaneous as anything since the coronation. At Glasgow's great Ibrox Stadium, an impressive display of civil defence services. The arrival of the King and Queen onto the arena is the signal for a great burst of cheering from the schoolchildren spectators. During the course of the visit, the King and Queen shake hands and talk with members of Scottish ARP services. It's a regular tonic to the men and women of the home front. Scenes like these make you feel grand to be British. Where else in this turbulent world could a ruler move among his people like this? Devoid of any armed escort, the head of the world's greatest empire is at home wherever he goes. In a daring and highly successful raid, British and Norwegian forces swept down on the Lofoten Islands off Narvik. In one lightning thrust, we crippled industries which the Germans were using for extracting glycerine for munitions. Nazi-operated fish oil factories and petrol storage tanks were destroyed. We sank 18,000 tons of enemy merchant shipping and took over 220 prisoners. Stinging blows like this, the landing of parachute troops in Italy, and RAF sweeps over France are swinging the war of nerves against Hitler. Anywhere along some 2,000 miles from Norway to Spain and all the way down the vulnerable shores of Italy, the long arm of our fighting services may strike again, anytime, anywhere. Il y a un autre facteur dont il faut tenir compte, c'est que la Grande-Bretagne veut projeter sur le devant de la scène mondiale une nouvelle image de marque, si l'on peut dire. Maintenant, l'image de la Grande-Bretagne héroïque, luttant seule contre les nazis, est révolue. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'impressionner l'opinion publique mondiale en montrant que la Grande-Bretagne n'est plus seule et qu'elle dispose justement de l'aide de l'allié le plus puissant du monde, c'est-à-dire les États-Unis. C'est ce qui explique, par exemple, la façon dont on a accueilli l'ambassadeur américain.
C'est ce qui expliquait aussi la façon dont Roosevelt avait accueilli Halifax, qui était ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Et c'est une mise en scène qui est savamment orchestrée par Churchill, car c'est Churchill qui, au tout début, avait suggéré que Roosevelt pourrait accueillir Halifax d'une façon autre. Roosevelt a immédiatement compris le sens du message de Churchill, et il a donc montré au monde que les États-Unis, avant donc la loi Preble, allaient soutenir la Grande-Bretagne. Mais il y a d'autres choses qu'il faut mentionner, par exemple, c'est la nature de la visite royale en Écosse. Vous savez qu'il y a deux genres de visites royales. On visite pour réconforter, c'est-à-dire qu'on visite des quartiers qui ont été bombardés pour réconforter les gens, ou bien on fait des visites qui ont un but d'encouragement. Et la visite à Glasgow a ce but-là. C'est-à-dire que c'est une période dangereuse pour la Grande-Bretagne, car il y a un malaise. Il y a un malaise qui est généralisé dans la population, et surtout dans la classe ouvrière. Ce serait une erreur de penser, par exemple, que la lutte des classes est terminée à cause de la guerre. Pas du tout. Il y a un regain de la lutte des classes, les grèves augmentent assez rapidement, et il y a un ras-le-bolisme, si je puis m'exprimer ainsi, parmi la classe ouvrière. Alors il est symptomatique de voir que la famille royale, et le roi en particulier, visitent les chantiers navals, visitent les usines, et visitent les ateliers. Et que lorsqu'ils visitent les chantiers navals, ils visitent également des officiers de la marine marchande, car c'est la marine marchande qui maintient l'Angleterre en vie grâce au convoi de la mer de l'Atlantique Nord. Deuxième point qui est intéressant, c'est l'emplacement choisi pour cette grande cérémonie d'accueil. D'ailleurs, il faut le dire que la venue du roi avait été tenue secrète. Donc c'est une cérémonie qui aurait eu lieu de toute façon. Ils ont choisi Ibrox. Il n'y a pas qu'un stade à Glasgow, il y en a 3. Et Ibrox, c'est le stade de l'équipe des Rangers, qui est une équipe étroitement associée avec le protestantisme, avec la franc-maçonnerie. Le roi George VI était franc-maçon, et avec le parti conservateur que nous appelons souvent le parti unioniste, c'est-à-dire un parti qui est prêt à se battre à tout prix pour le maintien du Royaume-Uni. Donc c'est une mission qui a un but spécifique, encourager la classe ouvrière, informer la classe ouvrière qu'on est au courant de ce qu'elle fait, et aussi maintenir l'unité nationale. Et alors j'allais dire, si on regarde les 3 documentaires dans leur ensemble, ce qui est impressionnant, c'est de voir que les chefs d'État voyagent beaucoup. Pétain voyage pour maintenir l'unité de la France, et la famille royale voyage pour maintenir l'unité de la Grande-Bretagne. En tous les cas, les Allemands ont bien compris les choses comme vous les avez énoncées, parce que je relisais récemment les entretiens de Hitler pendant le mois de février et le mois de mars, et notamment en mars, lorsqu'il reçoit un ambassadeur de Turquie, lorsqu'il reçoit un ambassadeur de Yougoslavie, les États-Unis reviennent constamment. Et même avec l'ambassadeur du Japon, et là c'est plus normal, mais enfin il le dit clairement, Hitler spécifie constamment, mais même si les Américains s'en mêlent, ils n'auront plus affaire à une Allemagne faible comme en 17, mais une Allemagne très forte. Autrement dit, l'Amérique devient bien l'obsession désormais de Hitler, mais il veut vaincre en Méditerranée et en Russie avant qu'ils ne puissent, les Américains, intervenir pour de bon. Oui, tout à fait, d'autant plus que l'enjeu est considérable, car la Yougoslavie n'a pas encore décidé dans quel camp elle allait se situer. Il y a l'événement grec, donc l'attaque allemande qui est imminente et qui se prépare. Et il est donc absolument nécessaire que l'Angleterre apparaisse comme une alliée valable. Et elle ne peut apparaître que comme une alliée valable, d'abord si elle aide les Grecs, ce qui sera une décision romantique à la limite, parce que l'état-major était très réservé quant aux chances de succès, et il faut qu'elle puisse faire valoir l'aide américaine pour être convaincante. C'est romantique, mais c'est aussi une question d'honneur. L'Angleterre veut incarner l'honneur perdu. Tout à fait. D'ailleurs, cette question d'honneur va jouer un rôle considérable, car lorsqu'on considère la correspondance entre Anthony Eden, qui est donc ministre des Affaires étrangères britannique, et Churchill, lui, son point de vue, c'est même si on est battu, parce que c'est une possibilité tout à fait réelle, même si on est battu, il vaut mieux quand même intervenir auprès des Grecs, car c'est une question d'honneur, on ne sera plus du tout crédible si on ne le fait pas. Il y a autre chose aussi, que je crois qu'il faut souligner quand même, qui personnellement m'a choqué. C'est le ton raciste du documentaire britannique, j'ai presque envie de dire anglais, mais je ne veux pas quand même me dissocier de ce ton, mais on sent très bien qu'il y a un mépris pour les Italiens. Alors je crois que c'est regrettable, c'est quelque chose qui refait surface de temps à autre, ça a refait surface à l'époque des Falklands, ou des Malouines, devrais-je dire en français, mais c'est quelque chose qui est aussi une indication du peu de considération qu'on a pour l'ennemi italien. Et alors je crois que c'est important parce que la Libye, si vous voulez, ce sont les préliminaires. Personne n'est dupe. On sait très bien que battre les Italiens, ce n'est pas une gageure, et on sait très bien que l'ennemi véritable, c'est l'Allemagne nazie. Et on peut dire, je crois qu'il faut en tenir compte, c'est que 41, c'est le tunnel pour la Grande-Bretagne. C'est un tunnel dont on ne voit pas la fin. Et la Libye, c'est une petite fenêtre. Oui. Mais elle est de courte durée. Mais qui va menacer parce que les troupes de Rommel ont déjà débarqué. Tout à fait. Et Rommel va reconquérir en quelques semaines
le terrain qui avait été gagné par les Britanniques, et va exposer quelque chose qui a trait aussi au malaise qu'il y a en Grande-Bretagne, va exposer la déficience tactique et stratégique des Britanniques, et va aussi exposer la déficience du matériel britannique. Les tanks. Les tanks. Les tanks britanniques, par exemple, qui avaient des moteurs qui n'étaient pas assez puissants pour leur carcasse, les canons britanniques qui n'étaient pas assez puissants, et le blindage qui ne résistait pas aux canons allemands. Et là, je crois qu'il faut aussi tenir compte du fait que Churchill est tellement désespéré pour augmenter la production industrielle britannique qu'il est prêt à prendre des raccourcis. Donc la qualité ne suit pas. Et on sait maintenant pertinemment que certaines entreprises ont livré des tanks qui avaient des défauts. Business as usual. Surtout gros profit, ce qui était d'ailleurs l'une des causes du ressentiment de la classe ouvrière. Eh bien, James Steele, on vous remercie. Vous reviendrez, as usual.